Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième plénière du Salon Stratégie Client 2019, dont vous savez c'est la 20e édition. Et nous sommes réunis ce soir autour du thème de l'émotion, entreprise à-tu du cœur. Et pour cela, nous avons trois invités de marque. Et je vous invite pendant la durée de cette conférence qui va durer 1 heure à poser vos questions en envoyant un SMS, en suivant toutes les indications qui se trouvent ici de part et d'autre de la scène. Je recevrai ces questions sur une petite tablette, j'afficherai les questions et en fin de séquence, nous adresserons ces questions à nos invités. Alors, donc je vous l'annonçais, trois invités de marque, 3 témoins issus de 3 univers très différents, les opérateurs de téléphonie et fournisseurs d'accès à Internet avec Sosh, les constructeurs automobiles avec Toyota et les produits électroniques avec Samsung. 3 entreprises, également 3 champions de la relation client et de l'expérience client qui ont été primés pendant l'année 2018. Et je vais tout de suite me tourner vers Ève Auman, qui est directrice de Sosh. Alors je le fais un peu exprès, parce que si vous la suivez sur Twitter, et je vous invite à le faire, elle se présente comme directrice, c'est bien ça, hein, directrice de Sosh. Alors vous m'avez un peu tendu cette perche. Alors est-ce que vous pourriez nous vous présenter personnellement, et puis présenter peut-être votre société pour toutes les personnes qui s'intéressent à la marque. Peut-être certains d'entre les personnes qui sont dans le public sont aussi, pourquoi pas, abonnés. Bonjour à tous, merci Thierry pour les gains de followers, c'est très sympa. Donc oui, je suis en charge de la marque Sosh. Sosh, c'est la marque 100% digitale d'Orange qui propose donc des forfaits mobiles et Internet. On a à peu près 4 millions de clients et la marque est uniquement disponible sur le digital, sur Internet, et nous permet d'avoir des petits prix pour tous nos clients. Alors je disais que vous étiez une championne, donc il faut que je vous félicite aussi pour votre prix Excellence Client qui a été obtenu il y a quelques semaines, un prix qui a été remis donc par Ipsos, Trust Team Finance et l'Académie du service. Alors on va passer le micro à votre voisin, un autre champion de la relation client, Alec Clément. Vous êtes Operations and Service Director chez Samsung Electronics France. Alors vous aussi, donc vous avez obtenu pas moins de 3 titres élus service client de l'année, si je ne m'abuse, hein, dans 3 secteurs: constructeurs de gros électroménagers, constructeurs de smartphones et tablettes et constructeurs TV, son et vidéo. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter votre société ? Bonjour, Alec Clément, je suis le directeur des services et opérations chez Samsung France. Donc en charge de tout ce qui est service, de l'avant-vente jusqu'à l'après-vente, donc le parcours complet des clients. Oui, on a eu 3 prix l'année dernière, donc on a voulu se mesurer sur 3 catégories, parce qu'on est très global et on voulait rentrer dans le détail et avoir une vraie visibilité globale sur nos trois grandes familles de produits, qui étaient électroménagers, qui étaient Brun, univers de la télévision, et tout ce qui était téléphonie. Donc voilà. Donc on essaye aujourd'hui. Les prix, c'est juste la consécration d'une approche qu'on a aujourd'hui sur le service client, qui est vraiment centrale. Ça fait partie de l'ADN. Même s'il y a des télés, je vais dire aujourd'hui, on est un petit peu une boîte parano ou schizophrène, voire les deux. Et on n'a qu'une peur, c'est qu'aujourd'hui, on perd nos clients. Donc c'est vraiment central et c'est le moteur aujourd'hui de l'entreprise. Oui, parce que vous pourriez être dans beaucoup de catégories, parce que Samsung, au niveau mondial, c'est énormément de produits, si je ne m'abuse. Oui, en plus, on a eu la chance l'année dernière d'être marque préférée des Français, donc seule marque asiatique dans le top 50. On est devant de grands acteurs, Facebook, Google, Amazon. Donc, seul pays au monde où on est marque préférée des Français, en plus de la Corée. Donc, ce qui était une vraie reconnaissance et qui nous met aussi, on va dire, un certain devoir et un certain poids, qui est de dire, faisons attention à nos clients. Merci de cette introduction. Alors, on va rester du côté asiatique, si je puis me permettre. Donc, avec Hervé Forzani, qui est directeur réseau
et expérience client chez Toyota. Alors Toyota est une marque qui est plutôt habituée des podiums de la relation client, et je sais en tant que blogueur depuis maintenant 13 ans, sur mon blog chaque année je fais la liste de toutes les entreprises qui ont reçu un prix dans le domaine de la relation client, et je sais que si on cumule, quand je prends mon tableau Excel avec toutes les entreprises différentes qui ont reçu un prix, eh bien Toyota fait partie des entreprises les plus primées depuis toujours, mais très récemment. Donc vous avez reçu comme Soch d'ailleurs le prix Excellence Client. Vous êtes sur le podium de la relation client de Kantar Bearing Point cette année, tout comme l'an passé. C'est un prix qui vous a été aussi remis la semaine dernière. Et puis vous avez reçu un prix Expérience de marque pour votre service après-vente en septembre dernier, remis par Kantar TNS et le journal de l'automobile. Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre entreprise? Merci Thierry. Oui, on est un peu les marathoniens des prix de relations clients. Non, sérieusement, Toyota France, on vend à peu près 100 000 voitures en France. Ce qui nous caractérise, c'est, vous le savez peut-être déjà, c'est l'hybride, puisque maintenant on a à peu près 70% de nos ventes qui sont en hybride. On a d'ailleurs arrêté de commercialiser des véhicules diesel aux particuliers. Quand vous êtes une société, vous pouvez toujours acheter une Toyota diesel, mais pour les particuliers, c'est fini. Donc je pense que c'est vraiment important. On est aussi une marque asiatique que les Français aiment bien, mais nous on met un peu à l'envers. On est plutôt une marque, on aime bien dire qu'on est un peu une marque française, puisque l'autre point caractéristique de Toyota en France, c'est qu'on a une usine à Valenciennes où on produit Yaris, pour tout le monde en fait, y compris pour les États-Unis, une usine qui emploie entre 4 et 5 000 personnes, qui va grandir bientôt d'ailleurs. Donc voilà, on a un ancrage qui est assez important. Pour revenir aux clients, on a décidé il y a 2 ans à peu près de créer une direction relations clients et réseau. Alors ça en a l'air de rien comme ça, mais pour nous c'est un peu une révolution parce que vous le savez peut-être, mais les véhicules sont distribués au travers de distributeurs indépendants. Et en général, on avait la relation client d'un côté et l'animation du réseau de l'autre. Et on s'est dit que dans le fond, puisque tous les clients étaient en face des concessionnaires et qu'on voulait mettre le client un peu au centre de notre dispositif, ça avait vraiment du sens que de relier un peu l'expérience client et le réseau. Et donc maintenant, on a une chaîne qui va, on peut dire, de la construction de la concession à l'image de marque, en passant par les parcours clients digitaux, la relation client pure. Tout ça est centralisé, les services techniques aussi, tout ça est centralisé dans la même direction que j'ai le plaisir d'animer. Voilà. Une vraie belle leçon de décloisonnement, parce que ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc fatalement, même au contact du client dans les concessions, on doit sentir qu'il y a une unité et une fluidité. Et tout à l'heure, on en parlait et je me souviens de cette anecdote, mais peut-être que vous ignorez la signification du logo. Est-ce qu'on peut y revenir 2 secondes? Le logo de Toyota est très singulier. Et c'est un symbole, alors on peut trouver la réponse en tapant sur Internet, mais j'aime bien entendre cette explication du logo de Toyota. Non, mais c'est juste, on met un peu le client au centre, quoi, dans le fond, parce que c'est vraiment très présent chez Toyota. Peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais Toyota est une société de manufacturing, mais je vous assure, dans tous les process internes, on fait vraiment attention aux clients, et le logo symbolise un peu cette démarche de laisser le client au centre de la marque. Ce qu'on voit, c'est ça, l'ellipse verticale, c'est le client. La plus petite ellipse, c'est le concessionnaire, c'est ça? C'est celui qui est en contact avec le client. Et la grande ellipse, c'est l'environnement global de la marque, l'expérience de marque en fait. Voilà, c'était l'instant culture générale de marque aussi, de logo de marque. C'est toujours important parce que les symboles aussi marquent les esprits. Alors, vous avez aussi été un des partenaires de l'équipe de France, on s'en souvient il y a quelques années, avec la Toyota Yaris Les Bio. Donc, ça me fait une excellente transition pour retourner vers Soch et rentrer dans le vif du sujet avec l'émotion. Alors, l'émotion, es-tu là? Ève Aumont, c'est quoi l'émotion chez Soch? Alors, c'est d'abord une marque dont le territoire, l'empreinte, provoque l'émotion. On se souvient, d'ailleurs c'est pour ça que je fais référence aux joueurs de l'équipe de France de football qui jouaient avec la marque, parce que vous avez une grande habitude, et je l'ai fait en introduction, de jouer avec les codes de cette marque très connivente.
Oui, et ça fait aussi un lien avec le logo. Voilà, la marque véhicule forcément une émotion, et la création de Sosh en est un exemple. On a voulu créer une marque qui avait une identité forte, une identité propre et qui véhicule des émotions auprès du client. Donc nous, en l'occurrence, les valeurs qu'on partage, c'est justement des valeurs de partage, de non prise au sérieux comme dans nos communications, de proximité, de transparence. Et ces valeurs-là, il faut qu'elles se retrouvent partout partout dans tous les points de contact avec nos clients, donc que ce soit dans les pubs, sur les réseaux sociaux, sur notre site, dans les emails, dans les communications qu'on fait auprès de nos clients, mais aussi au sein de notre équipe. Et ça, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup, comme des valeurs de marque, tout simplement. Mais le fait d'avoir ces valeurs-là auprès de nous transparaît forcément auprès du client, se ressent au moment où on s'adresse à lui, que ce soit dans des communication institutionnelle, mais aussi dans des échanges qu'on peut avoir formels ou informels. Et voilà, j'en parlerai tout à l'heure. C'est un vrai choix. C'est vrai que c'est une rupture au sein d'un secteur qui avait des codes très très anciens et très établis aussi, pour rassurer le client. Aujourd'hui, on peut se permettre ce pas de côté. Passons à vous, Alex Clément, chez Samsung. Votre marché, il est tout aussi tendu dans le sens où il y a une très forte concurrence. Et vous dites vous-même que l'émotion fait la différence. Alors où est-ce qu'on la trouve, l'émotion, chez Samsung ? Alors oui, on est aujourd'hui sur des marchés, on va dire, saturés. Alors le marché de la téléphonie qui a fait de la croissance pendant les années n'a pas fait de croissance en 2018, a même fait une décroissance de à peu près moins 5%. Donc les années où c'était des croissances à 2 chiffres sont finies, où on gagnait tous les jours des clients. Aujourd'hui, maintenant, on est sur des marchés complètement matures. Et aujourd'hui, le moyen de se différencier pour la marque, évidemment, c'est d'être innovant dans nos produits. Évidemment, c'est de marketer nos produits. Mais après, c'est tout ce qui va faire comment on s'adresse aux clients et comment on communique avec les clients. Alors au niveau du service, c'est quelque chose qu'on a mis en place maintenant à travers une expérience qu'on a démarrée en 2017. Et sur lequel tout le monde peut commencer à parler d'intelligence émotionnelle, donc d'émotion. C'est d'ailleurs, pardon de vous couper, c'est le grand thème du salon. C'est le grand thème, et tout le monde a parlé, et on a commencé à en faire sans mettre le nom dessus, parce qu'on pensait que ça allait faire peur à tout le monde. Et on a commencé par faire des premiers pilotes à travers nos centres de la relation client. Donc on travaille avec des prestataires, mais on les a embarqués dans le projet. Et puis fin 2017, on a décidé de faire une énorme conférence. J'ai organisé une conférence, j'ai réuni toutes les équipes, j'ai fait venir un certain nombre de nos partenaires, et puis à travers une conférencière qui est l'université de Grenoble, qui est spécialisée sur l'intelligence émotionnelle, on a commencé à mettre ce double mot et expliquer ce que c'était et du coup ce qu'on voulait faire. Et on est parti là-dedans, et c'est quelque chose qu'on a maintenant déployé dans nos centres de la relation depuis maintenant plus d'1 an, qui vit tous les jours. Donc on en parle aujourd'hui, c'est plus un projet, mais on le vit tous les jours. J'en reviens, j'y étais la semaine dernière, et sur lequel aussi, comme Toyota, lui, a des concessions, nous on a un certain nombre de gens qui travaillent pour nous et qui sont en interaction et qui interviennent chez les particuliers pour réparer une télévision, un réfrigérateur, un micro-ondes, un four, une climatisation, parce qu'on intervient en climatisation également, on intervient même dans le médical, puisqu'on fait du médical. Et on a décidé également de déployer tout ça, parce qu'on pense que c'est bien d'avoir des outils, et on parle d'IA, c'est aussi le grand mot à la mode, mais de l'IA sans IE, ça l'intelligence artificielle. Sens. Voilà, ça n'a aucun sens. Donc aujourd'hui, voilà, c'est déployé maintenant depuis plus d'1 an, avec des changements radicaux qui ont été opérés. Changement dans le management, changement dans l'approche, changement dans l'approche client, libérer la relation qu'on a avec les clients, et du coup beaucoup plus les écouter et être vraiment en notion de se dire ok, on n'est pas simplement pour répondre à des questions, on est là pour les écouter, les comprendre et derrière engager une conversation avec eux. Et essayer de rendre cette conversation non seulement un tout petit peu intelligente, répondre à la problématique ou aux questions des clients, mais y amener de l'émotion. Je voudrais en revenir juste sur un tout petit point pour que je comprenne bien. Donc vous parlez d'une conférence donc organisée en interne, vous, avec vos partenaires, c'est-à-dire vos revendeurs, éventuellement vos et également le personnel, et également les gens qui travaillaient chez Samsung, puisque c'est impossible d'embarquer les équipes dans ce projet. Le projet était d'abord chez nous. On a changé notre approche. Tout le monde parle aussi de management bienveillant, donc c'est quelque chose qu'on a mis en place.
Donc c'est des approches totalement différentes. Et on est rentré là-dedans dans ce projet qui était un projet global. D'abord embarquer les équipes, embarquer les partenaires, embarquer tous ceux qui interagissent avec les clients. Et une fois que vous avez embarqué tout ça, la relation client devient beaucoup plus simple et beaucoup plus libérée et beaucoup plus émotionnelle. Oui, c'est pour ouvrir aussi les consciences des collaborateurs, hein, faire en sorte qu'on soit tous ouverts aux enjeux de l'expérience client, aux enjeux de l'émotion. Hervé Forzani, donc du produit à la communication et jusqu'à la relation, on pourrait imaginer ces trois grandes phases ou ces trois grandes parties de l'expérience. Où naît cette émotion chez Toyota ? Essayez un autre micro. C'est une effectivement très bonne question. Ce n'est pas un Samsung. C'est sûr que... Non. C'est sûr que en tant que constructeur automobile, pour nous, c'est vraiment super important d'engager le client avec la marque. Donc ça se passe évidemment au travers du produit, en tout premier lieu, avec les points forts qu'on peut développer. Pour nous, l'hybride, par exemple. Mais une fois que cette connexion est faite, on va vraiment s'efforcer évidemment de poursuivre l'expérience. Donc on a beaucoup travaillé ces derniers temps sur une communication adaptée. Je ne sais pas si vous avez vu les pubs de Toyota, mais même la dernière sur Yaris, où on joue beaucoup sur le côté Origine France, et même les acteurs, et les lieux de tournage, etc. Tout ça a été fait en France. Donc c'est des codes qu'on réutilise et sur lesquels on surfe, parce qu'on pense que c'est vraiment intéressant à véhiculer. Ça fait partie un peu de notre ADN, et c'est un peu pour prolonger cette expérience, cette émotion avec la marque, on va dire. Et puis une fois que ces deux points-là sont faits, une fois que le client est client, commence l'aventure. Et bien sûr, il s'agit pour nous de le garder le plus longtemps possible, notre client, et de continuer à le laisser s'engager et à le laisser connecter avec la marque. Et sur ce dernier point, on a vraiment beaucoup réfléchi avec nos collègues japonais d'ailleurs, et on a lancé pas mal d'initiatives. Par exemple, on a pris un groupe de 15 concessionnaires qu'on a immergé au Japon avec nous pendant une dizaine de jours, mais vraiment immergé dans tous les process des concessions japonaises, etc., et comment le client était traité. Et on est revenu de cette balade avec deux, trois idées bien fortes en tête, qui nous ont permis je pense et je l'espère, de modifier et de continuer à modifier l'expérience qu'on donne aux clients dans nos points de vente. Donc pour être un peu plus concret, vous donner des exemples, et puis peut-être pour continuer la balade culturelle à laquelle Thierry nous invitait, on a le premier point sur lequel on s'est vraiment arrêté, c'est un concept japonais qu'on appelle l'omotenashi, qu'on pourrait, j'aime bien le mot de bienveillance, parce que pris par mon voisin Alec, on pourrait un peu le baptiser comme l'hospitalité bienveillante. C'est un peu la façon dont on va recevoir le client. Et là, ça peut paraître un peu curieux, mais on a essayé d'abandonner des choses avec trop de process, justement, où on essaye où systématiquement, il se passe toujours la même chose au même moment, pour tout le monde, etc. On a vraiment essayé d'aller vers le client et vers ses besoins, et on a laissé les concessionnaires prendre des initiatives qui leur sont propres. Et donc, vous pouvez avoir, à Chartres, par exemple, on peut vous proposer de vous inviter à déjeuner pendant que votre véhicule est en entretien, et ailleurs, ça ne sera pas forcément cette proposition. Donc on laisse du champ d'imagination à nos concessionnaires. Et le deuxième point de ce programme, ce qui nous a aussi beaucoup intéressé, c'est un peu une transformation des rôles. Donc là, je ne vais pas vous en dire beaucoup, parce que sinon ça prendrait des heures. Mais on s'est dit qu'il était temps peut-être de réfléchir au rôle du vendeur et de donner une expérience et donc une émotion différente aux clients. Et donc on pilote comme ça dans 15 endroits en France, qui sont d'ailleurs pas nécessairement les 15 endroits des 15 concessionnaires dont je vous parlais qu'on a emmenés au Japon, mais en partie. On pilote des nouvelles organisations commerciales où les gens sont plus polyvalents et sont beaucoup plus orientés clients. Et on se dit, après tout, plutôt que d'avoir un vendeur, puis un réceptionnaire qui va venir intervenir uniquement sur la réception de la voiture, c'est peut-être pas idiot d'avoir quelqu'un qui conduit la relation client de A à Z, de la vente à l'atelier jusqu'au renouvellement. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais je vous assure, c'est un super gros job, parce que ça modifie la totalité des comportements et la totalité des process qui sont en place dans les concessions. Donc ça, c'est expérimental chez nous, mais on est vraiment pas mal focusé là-dessus.
Et le troisième point, c'est bien sûr la formation, tout ce qu'on apprend dans ces programmes. Quand on est donc revenu du Japon, on est maintenant en train de l'élaborer au travers d'une formation qu'on va destiner aux managers des concessions. Et on espère comme ça qu'on va changer un peu parce que c'est absolument fondamental la façon dont l'état d'esprit peut changer. Peut-être on y reviendra un peu plus tard. Et pour nous, c'est un point sur lequel on est vraiment en train de travailler. Comment est-ce qu'on peut changer l'état d'esprit du management et comment on peut s'assurer que dans le management d'une concession, on est là pour délivrer une expérience émotionnelle, on va dire, importante aux clients. Merci beaucoup de cette introduction et je note aussi qu'un point commun entre vous deux, je revenais sur cette nécessaire ouverture des consciences, cette sensibilisation pour être aligné sur les enjeux de l'expérience client avec vos collaborateurs, avec votre réseau. Alors Ève Auman chez Sosh, pour parler de notre deuxième thématique, les pics d'émotion, les moments à plus fort enjeu émotionnel, parce que rentrons finalement dans le vif du sujet et dans la réalité de l'expérience client. Alors chez Sosh, vous avez constaté que les moments de vie personnels des individus étaient aussi liés au moment où ils entraient en contact avec leur opérateur naturellement, et qu'il y avait aussi un fort enjeu à les traiter avec davantage d'attention. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, alors c'est le cas en général dans la téléphonie mobile et dans les accès à Internet. Et d'ailleurs, j'ai pensé à vous, je pense qu'il y a aussi des liens. C'est vrai que quand le client entre en contact avec nous, soit pour acheter quelque chose, soit pour faire des modifications à son contrat, c'est souvent lié à des moments de vie personnels assez forts. Par exemple, la première installation, l'installation à deux, le divorce, l'entrée d'un enfant au collège et donc le moment où on va l'équiper d'un mobile. Donc voilà, j'en cite quelques-uns, mais il y en a beaucoup et c'est des éléments qu'il faut avoir en tête, dont il faut avoir conscience parce qu'on entre dans la sphère privée du client et il faut qu'on puisse savoir l'importance que ça a pour lui, adapter nos parcours, nos process, mais également la façon dont on va s'adresser à lui sur les points de contact. Pour donner un exemple très concret, le déménagement, donc que ce soit pour un cas ou un autre, un mariage ou un divorce ou autre, est un moment à fort stress pour un client. Il a beaucoup de choses à gérer en même temps. Il a des dates qui peuvent différer suite à des travaux, etc. Donc on a remis à plat tous nos parcours de façon à ce que ça soit le plus simple possible, que ça soit fait en quelques clics, qu'il puisse choisir la date lui-même. Bon, quelques précautions oratoires. Je sais très bien que dans cette salle, il y a des gens pour qui ça ne s'est pas bien passé. Donc, il y a des gens qui ont déménagé. Après. On peut trouver toutes sortes de clients aussi. Non, mais je dis ça parce que souvent, à l'issue de cette table ronde, il y a toujours des gens à qui voilà, il y a des histoires. On en a eu un ce matin. Une personne dans la salle qui a levé la main, qui était un client qui s'adressait à un speaker. Ouais, on essaye de faire le maximum possible, donc pour que les parcours se passent bien. Il n'y en a pas dans les questions, je vous rassure. Pour l'instant, ouais, j'espère. Donc, je disais, donc, on fait en sorte que les parcours soient les plus simples possibles, adaptés à ce moment stressant pour le client. Cela dit, il peut arriver qu'il y ait une coupure de service. Alors, pas forcément de notre fait, d'ailleurs, parce que le client change sa date, parce qu'il a eu des travaux, par exemple. Dans ce cas-là, et même pas dans ce cas-là, mais par défaut, on donne systématiquement aux clients qui sont clients mobiles chez nous 200 gigas d'internet sur leur forfait mobile de façon à ce qu'ils puissent utiliser leur mobile comme accès internet, comme point modem chez eux pendant cette période-là. Donc pour vraiment faire face à cette situation-là. Donc voilà, donc les moments de vie, on les a bien en tête. On sait par exemple que on sait que Internet c'est un besoin maintenant vital, pratiquement comme l'alimentation ou comme l'énergie. Donc un client qui se fait voler son mobile ou qui le perd, c'est une situation absolument angoissante. Et c'est d'ailleurs pour une marque 100% digitale comme la nôtre, on est pratiquement que sur du digital. C'est un cas où le client peut nous appeler, parce que c'est compliqué de dire à un client qui n'a plus Internet, qui n'a plus accès à Internet, de chatter. Et donc c'est un cas où il peut nous contacter pour trouver les réponses à ces questions.
Merci beaucoup sur ce point, sur les pics d'émotion. Avec Clément, chez Samsung, alors vous ne faites pas d'ascenseur parce que j'aurais pu faire une blague sur l'ascenseur émotionnel, mais j'en ai peut-être une qui me vient à l'esprit puisque vous devez faire des fours et des réfrigérateurs, donc entre le chaud et le froid, mais avec une gamme aussi large que la vôtre, forcément, et une grande complexité technologique, hein, je redeviens un peu sérieux, forcément vous avez des moments à forte émotion positive, si je puis dire, et tout autant négative. Alors, comment est-ce que vous les traitez ? Alors évidemment, les moments positifs, on va dire, c'est le lancement de produits qui sont des produits phares, qui sont toujours des moments attendus par les clients, dont il va falloir accompagner le client, puisqu'il vient de faire son achat et que l'utilisation de son produit est quelque chose d'important. Là, c'est le désir de la nouveauté. Exactement. Et aujourd'hui, vendre un produit sans expliquer comment va fonctionner le produit, ou sans accompagner un client, pour nous, n'a pas de sens. Le produit est de plus en plus technologique, et vous avez des gens qui achètent aujourd'hui un certain nombre de produits et qui vont pas utiliser toutes les fonctionnalités de leurs produits. Notre rôle est aussi de leur expliquer les usages et les accompagner au moment de l'installation ou de l'achat de leurs produits. Et puis, à contrario, vous avez personne qui vous appelle parce qu'il a un problème avec son produit et que c'est toujours urgent. Vous avez cassé votre téléphone, évidemment, la plupart des gens ont leur vie sur leur téléphone, donc c'est urgent, il faut vite réparer un téléphone. Vous avez une machine à laver pour une mère de famille qui a des enfants en bas âge et sa machine à laver ne fonctionne plus, ça devient un moment d'urgence et il faut le comprendre. Vous avez un réfrigérateur qui tombe en panne et vous avez les aliments qui sont en train de se perdre dans le congélateur, c'est évidemment un moment d'urgence. Vous pouvez en avoir X ou Y de moments d'urgence qu'il faut aussi gérer et comprendre. Je vous donne un exemple, c'est qu'on a ouvert juillet l'année dernière, donc un pop-up store sur les Champs-Élysées. On a donc un magasin éphémère qui fermera d'ici la fin d'année. C'est pas un magasin, c'est un lieu d'expérience où on ne vend pas de produits. On a 1200 mètres carrés sur les Champs-Élysées et on montre comment fonctionnent globalement tous nos téléphones et tablettes et on essaye de créer un lieu d'expérience positive, de montrer tout ce qu'on peut faire avec un téléphone, du virtuel, vraiment et de partager l'expérience qu'on peut faire avec un téléphone, donc ce qui est plutôt très positif. Et on s'est dit, dans ce lieu où on n'amenait que du positif, on a décidé de mettre un endroit où on allait réparer les produits. Donc globalement, des clients qui arrivaient, qui avaient un problème, ils ont fait peut-être tomber leur téléphone sur les Champs-Élysées, il est cassé, vite, il faut faire quelque chose. Et on s'est dit qu'on pouvait, dans un même lieu, mettre ces deux choses en même temps. Donc on a installé ça, ce lieu où on répare les produits sur un lieu d'expérience. Donc globalement, des clients qui peuvent arriver, qui ne sont pas contents parce que le produit ne fonctionne pas, ils l'ont cassé et que vite, il faut faire quelque chose, et qu'ils ont toutes leurs photos, toutes leurs informations, et qu'il est hors de question qu'ils les perdent. Et on a installé ça dans ce lieu, et on s'est rendu compte que c'était un vrai atout. De gérer en même temps ces deux phases qui étaient des deux phases émotionnelles qui étaient et le plaisir et potentiellement une déception possible avec des enjeux qui sont des enjeux importants, c'est-à-dire qu'il faut vite répondre aux clients. Donc l'enjeu c'était de réparer en 1 heure, donc on a installé tout ce qu'il fallait pour être capable de réparer les produits en 1 heure et on répare aujourd'hui à 85 ou 90% les produits en 1 heure. Le deuxième enjeu, on s'est dit sur les Champs-Élysées, c'était pas simplement des clients français qui étaient là, et vous le savez peut-être pas, mais les téléphones sont globalement par zone, donc une zone Amérique, une zone, on va dire Europe et une zone Asie, et un produit Asie n'est pas réparable en Europe, ou n'est pas réparable aux États-Unis, parce que les systèmes peuvent être différents, voire les conceptions des téléphones sont différentes. Et pour la première fois au monde, on a décidé d'essayer de réparer des téléphones qui n'étaient pas simplement des téléphones européens. Et aujourd'hui, à date, je crois qu'on a 46 nationalités qui sont venues réparer leurs téléphones sur ce lieu, sur lequel on a été capable de résoudre ce problème. Ce qui était tout nouveau, ce qui n'existait nulle part. Il a fallu convaincre notre direction qu'on ne pouvait pas être aux Champs-Élysées et ignorer que sur ce lieu mythique, à part les samedis en ce moment, il y avait une clientèle qui n'était pas simplement une clientèle française, mais qui était une clientèle de passage, une clientèle qui travaillait, une clientèle qui venait, une clientèle du week-end, une clientèle française, une clientèle parisienne et, comme je disais, internationale. C'est une belle leçon quand vous dites on ne peut pas ignorer. C'est vrai qu'on ne peut pas ignorer que l'expérience est aussi faite de moments difficiles, de moments de SAV, de moments de réparation. Et c'est très courageux de votre part de mettre dans un showroom où généralement on montre le monde merveilleux de la relation client ou de l'expérience client. Et mettre aussi cette dimension, c'est plutôt une très belle, un très beau témoignage. Alors Hervé Forzani, vous le disiez, vous êtes directeur réseau expérience client chez Toyota.
alors naturellement, dans l'automobile, on identifie très facilement des moments clés à très fort enjeu émotionnel. Alors j'ai fait sur mon blog au mois de décembre dernier, j'ai fait un sondage, j'ai demandé à mes lecteurs de lister tous les grands moments de l'expérience client au quotidien, et j'en ai listé 20 moments les plus importants, les plus fréquents. Ensuite, j'ai demandé à mes lecteurs de classer ces moments en fonction d'une forte émotion qu'ils auraient vécue eux-mêmes. Alors c'est pas la meilleure façon bien sûr d'évaluer l'émotion, mais en tout cas j'avais un premier ranking, et figurez-vous que sur ces 20 grands moments de la vie quotidienne, on pourrait dire des grands moments de vérité pour le client, eh bien c'est la remise des clés du véhicule neuf qui est arrivé en premier, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. J'imagine que vous ne serez pas trop étonnés de ce résultat, et je sais que vous avez fait vous-même récemment un travail au sujet des moments clés. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui. C'est le cas de le dire, les moments clés. Oui, merci beaucoup. Effectivement, donc vous l'avez souligné, hein, Thierry, dans l'automobile, on découpe assez facilement tous les moments, que ce soit l'accueil, le parcours client à l'intérieur de la concession, la livraison, etc. La livraison qui est un des moments clés. Donc ce qu'on a fait, c'est plusieurs choses. La première, on a regardé quels étaient les verbatims qui étaient associés à ces moments-là. Et ça, c'est un truc qu'on utilise énormément, et on demande d'ailleurs à nos concessionnaires de mener des réunions mensuelles autour de ça, parce que ça nous renseigne bien plus qu'un score mathématique, de savoir exactement quelle est l'appréciation qui est portée par un client, positive ou négative, en fonction de ces moments. Ça, c'est un outil qui est super puissant parce que ça permet de réagir immédiatement, et quand on sait que 3 clients se plaignent, par exemple, de la façon dont sont remis les clés dans telle concession, c'est dans le fond pas très compliqué, et c'est plein de bon sens, que d'intervenir avec les équipes de la concession pour résoudre ce problème. Donc ça, c'est le premier niveau. C'est un outil qui est très répandu chez nous, qu'on utilise quasi quotidiennement. C'est nous, Toyota France, qui donnons ces verbatims et qui les classons et qui envoyons un rapport mensuel à chacun des concessionnaires pour qu'ils puissent l'utiliser et en faire des plans d'action. La deuxième chose, c'est que, fort des expériences dont je vous parlais tout à l'heure, on a, nous aussi, synthétisé un peu. Bon, déjà, on a nos propres groupes de travail. On essaye de constamment réfléchir sur comment on peut améliorer l'expérience de la livraison, par exemple, ou comment on peut la modifier, parce qu'il y a des tendances aussi dans la façon dont on veut livrer une voiture. Et donc, toutes ces expériences, on les a rebâties sur plusieurs grands thèmes. Donc, ça peut être, par exemple, l'expérience client de vente aux sociétés. Ça peut être, par exemple, l'expérience client des enfants qu'est-ce qu'on fait des enfants pendant une opération porte ouverte chez Toyota un week-end, etc., etc. Donc toutes ces expériences, on les a classées et on a mis à la disposition du réseau un benchmark qui est le résultat à la fois de leur travail, parce qu'ils nous nourrissent vraiment, tous nos concessionnaires, d'idées qu'ils ont et qu'on trouve vraiment super sympa, et puis aussi de nos propres idées. Et donc chacun vient piocher un peu dans ces expériences pour peaufiner son parcours. Bien souvent, on a des idées assez simples. Hein. C'est tel concessionnaire qui va dire moi j'ai arrêté la traditionnelle remise de la bouteille de champ et du bouquet de fleurs pendant les livraisons, même ça peut être sympa. Par contre, j'ai décidé d'envoyer une orchidée, quand le client est une femme, directement au domicile de la cliente. Et c'est vraiment pas compliqué, mais ça change complètement la perception, parce que de quelque chose qui fait très process, là, l'éternel bouquet de fleurs qui est toujours remis au même moment, etc., tout qu'on en fait quelque chose de différent et de beaucoup plus émotionnel et de beaucoup plus personnel. Donc voilà un peu, c'est qu'un exemple bien sûr, mais voilà un peu ce qu'on fait dans tous les secteurs, à chaque étape du parcours client. Merci de ce témoignage, et effectivement vous avez raison d'insister sur le fait que il y a la personnalisation, de l'attention dans des moments très forts, et essayer de sortir le plus possible des standards qui pourraient être dictés, que très souvent quand on est client on vit des événements à répétition avec face à soi des robots et non pas des personnes qui prennent soin de vous et qui suivent, comme vous le dites, l'homotenashi. Voilà quand même de quoi faire un bon hashtag sur Twitter, homotenashi. Il y a d'ailleurs un excellent, quelques pages très intéressantes sur l'homotenashi sur le site de Lexus, n'est-ce pas, qui est le cousin, si je puis dire. Donc regardez sur le site de Lexus l'explication de l'homotenashi.
Revenons à la thématique et la troisième que je voudrais aborder, c'est le pilotage, la mesure de l'émotion, mais aussi la collaboration. Et je sais que chez Soch, Evomont, vous avez une forte conviction, c'est que pour garantir justement le fait que les collaborateurs soient très sensibles à l'émotion, eh bien, vous encouragez eh bien, le lien émotionnel, les échanges, la collaboration entre les clients et les collaborateurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Alors oui, j'ai parlé au début des valeurs de proximité et de partage. C'est quelque chose qui existe depuis le tout début de la marque, même avant de proposer des offres commerciales. On avait déjà lancé une communauté de clients qui interagissait avec nos collaborateurs, avec les équipes, pour produire, créer, réfléchir avec nous aux produits et aux services qu'on voulait proposer. Donc cette notion de co-construction, elle est extrêmement importante et elle est aujourd'hui présente dans absolument tout ce qu'on fait. Donc que ce soit juste proposer, donc que les clients nous proposent juste des idées ou testent nos produits, ou carrément co-design avec nous les produits, les services, les interfaces ou les parcours qu'on va proposer, puisqu'on a... On organise plusieurs fois par an des ateliers de co-construction où les collaborateurs et les clients se retrouvent ensemble pour travailler là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en effet une triple valeur à faire ça. La première, c'est que bien entendu, d'un point de vue très pragmatique, on a des produits qui sont parfaitement adaptés aux besoins des clients. Enfin parfaitement, en tout cas, on maximise nos chances d'avoir des produits adaptés à nos clients. La deuxième valeur, c'est qu'il y a un lien émotionnel qui se crée entre le client et la marque. Voilà, on entend de plus en plus, ça fait déjà quelques années, l'importance, la volonté des clients d'être acteurs, d'être acteurs avec leur marque, de pouvoir s'investir personnellement, que ce soit dans les forums, mais aussi dans la construction des produits. Et ce lien-là, il se crée petit à petit, année après année. Et on a aujourd'hui une communauté qui est extrêmement engagée, qui est très forte qui est présente à nos côtés régulièrement. Et la troisième vertu, c'est celle dont vous parliez à ce moment-là, c'est que également pour les collaborateurs, c'est extrêmement vertueux puisque ça donne du sens à leur métier, surtout sur une marque digitale où il y a finalement, on pourrait imaginer qu'il y a peu de contact avec le client, contrairement à ceux qui sont en point de vente physique. Là, toute l'équipe est connectée en permanence avec les clients, peuvent lire ce que les clients expriment régulièrement, peuvent interagir avec eux, et on sent qu'il y a une volonté de mettre sur le marché vraiment ce qui a été fait, de s'engager. Ils se sont engagés personnellement, donc ils veulent que ça puisse être mis en œuvre. Et ça a évidemment une vertu d'engagement pour le collaborateur. Chez Samsung, Alex Clément, vous avez aussi des Samsung Members, et je ne vais pas dévoiler forcément un secret, mais vous ignorez que vos équipes ont rencontré les équipes de Evomont. Vous faites aussi des échanges entre vous pour apprendre à échanger. Je le disais tout à l'heure. On trouve la communauté Soch, c'est pas parce qu'Eve est juste à côté de moi, on ne se connaissait pas avant, hein, donc on la trouve, on trouve qu'on a vraiment beaucoup de choses à apprendre, et je pense qu'on est plus intelligent en apprenant des autres qu'en apprenant de soi-même. Donc on a demandé à rencontrer ces équipes, et on est parti, j'étais là, on est parti rencontrer ces équipes, et on était juste parti d'un outil, parce qu'ils utilisent un outil qu'on voulait utiliser pour développer notre communauté, et d'un outil, on est rentré dans une discussion, on a parlé vraiment de communauté et d'interaction. Aujourd'hui, se dire, il y a une communauté qui est très active et qui est très valorisée et très valorisante. On a exactement la même chose du côté de Samsung, où on essaye d'avoir une communauté, de la faire vivre et surtout de la laisser vivre, parce que je pense que l'indépendance de la communauté est aussi quelque chose d'important. Donc on est là pour l'accompagner, on n'est surtout pas là pour la diriger, et on apprend beaucoup de cette communauté, et de temps en temps on les rencontre, parce que, comme on le disait aussi, c'est important pour les collaborateurs, c'est-à-dire que c'est aussi vertueux pour eux d'apprendre et de participer. Donc on est en train de se dire qu'on n'est pas forcément
forcément concurrents, et on n'est pas concurrents, et que des communautés qui ont des vraies valeurs commencent à s'interagir, à se parler entre elles et de parler de choses, a une vraie pertinence. Donc aujourd'hui où tout le monde parle de capturer ses datas, de garder ses clients, de surtout pas les partager, il y a aussi des choses qui sont intéressantes aujourd'hui, intéressantes à partager. L'autre chose, sur le point physique qu'on a mis, on s'était posé la question et j'ai eu l'opportunité de faire venir des gens qui gèrent la relation client, qui sont dans d'autres domaines, qui géraient aussi bien du tourisme que de la banque, que des solutions, et on les a emmenés sur le lieu pour leur montrer, parce qu'on essaye d'avoir des retours de nos clients, on essaye de mesurer le fameux NPS, de mesurer cette satisfaction client. Le Net Promoter Score, donc la différence entre les promoteurs et les détracteurs. Ceux qui recommandent globalement la marque, c'est ça qui nous intéresse, puisqu'ils vont être nos meilleurs ambassadeurs, ils vont parler de la marque. Et rien de mieux qu'une personne pour parler de la marque, c'est au moins quelqu'un d'indépendant. Et on a fait venir ces gens et on leur a montré ce qu'on faisait, parce qu'on était assez fiers, et on les a écoutés. Et il y a plein de petites idées qui sont sorties, dont une, et après une majeure, et on les a vraiment écoutées, et on l'a mis en place, parce qu'on s'est dit que c'était très pertinent, et le retour qu'on a eu des clients était vraiment fantastique, et ça nous a remis une nouvelle impulsion par rapport à cette émotion et ce retour client. Donc c'est important, pas simplement de se nourrir de soi-même, mais de se nourrir des autres et des expériences des autres. Merci beaucoup. Je vais mixer la question suivante pour vous, Hervé Forzani, avec une question qui nous vient de la salle et qui nous interpelle sur la mesure, en fait, sur la mesure de l'émotion. Alors, vous avez commencé tout à l'heure à nous parler de la diffusion des verbatim, essayer de trouver la réalité de l'expérience client. Derrière une note se cache un verbatim et donc une expression de client. Et c'est peut-être que là, c'est peut-être dans ces éléments qu'on peut percevoir justement cette émotion. Et je voudrais que vous nous parliez de cette véritable révolution. Moi, je l'appelle la révolution copernicienne, parce que vous avez décidé de déconnecter le lien, de déconnecter la mesure du Net Promoter Score et la rémunération. C'est énorme. C'est vrai, ouais. Là où tout le monde est en train de se dire il faut connecter la satisfaction, la recommandation à la rémunération, vous faites le chemin inverse. On fait le chemin inverse parce qu'on utilise comme beaucoup, quels que soient les secteurs NPS, qui est un super KPI qu'on regarde tout le temps, sauf que on a fini par penser que c'est un peu une blague de rémunérer la totalité du réseau sur ce score. Pourquoi on a pensé ça ? Parce qu'on voit absolument de tout en comportement. Et quand les concessionnaires ou certains concessionnaires, quelle que soit la marque d'ailleurs, parce que j'ai eu aussi d'autres expériences ailleurs, on a un peu échangé avec d'autres marques automobiles sur le sujet. Quand on voit que le discours qui est porté au client, c'est à la limite, quelle que soit l'expérience que vous vivez, c'est pas grave, vous plaignez-vous, tout ça, ou c'est pas terrible, mais c'est pas grave, mettez 8 ou 9 parce que ça c'est super important pour moi. On en arrive à justement exactement l'inverse de ce qu'on va chercher, c'est-à-dire l'émotion, l'honnêteté, l'expérience véritable, un peu l'homoténachie dont je parlais. Donc ça nous a saoulés pour tout dire, et on a arrêté de rémunérer le score il y a maintenant 1 an. Donc au début on a un peu grincé des dents parce que inévitablement on a chuté. Donc notre siège européen disait mais qu'est-ce qui se passe, etc. On va leur expliquer aussi, parce que forcément tout le monde a les yeux rivés sur ce score de NPS qui traumatise la terre entière. Et maintenant, 1 an et 3 mois après, on est quasiment revenu à la situation antérieure. Et on est super fiers de ça parce que ça prouve que dans le fond, c'est beaucoup plus, on pense que c'est beaucoup plus honnête. Et du coup, on utilise toujours NPS parce qu'on se dit que maintenant, ce score a du sens, quoi, alors qu'il n'en avait pas ou qu'il n'en avait plus il y a quelques temps. Donc voilà un peu notre histoire avec NPS. Bravo. Parce que dans votre secteur d'activité, il faut un sacré courage pour faire ça, et merci de ce témoignage. Ève Auman, il y a aussi des questions qui ont rapport avec votre façon de vous différencier de vos concurrents, de votre façon de faire naître l'émotion sur des canaux digitaux. Peut-être que vous pourriez nous parler de l'optimisation de l'usage justement de ces canaux, et aussi du chat par exemple, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce canal de relation avec le client et puis la dimension émotionnelle de ces échanges.
Oui, donc on est une marque 100% digitale et pour des raisons de positionnement, alors en grande partie par rapport à Orange qui est notre marque mère, mais aussi de structure de coût pour proposer des prix intéressants. On est une marque qui n'est proposée que sur le digital. Donc forcément, l'enjeu majeur, c'est de bien orienter le client parce qu'il n'a pas de guichet unique, il n'a pas un accès aux boutiques physiques, à un numéro de téléphone unique. Donc l'enjeu, c'est de l'orienter vers le bon point de contact pour qu'il trouve la réponse à sa question. Nos clients ont la particularité, comme beaucoup, de vouloir des solutions d'autonomie, de vouloir se débrouiller tout seul, parce que c'est plus simple, c'est plus rapide, il n'y a pas besoin d'attendre, on peut avoir les effets. Donc, un des grands enjeux, évidemment, c'est de développer tous ces outils d'autodiagnostic, de self-care, pour que le client puisse avoir le plus les moyens de se débrouiller seul. Cela dit, il a besoin à certains moments de rentrer en contact avec nous. Donc, j'ai parlé du fait qu'on avait un numéro de téléphone ouvert dans les cas d'urgence extrême où le client est vraiment dans une situation de stress. Cela dit, le canal principal, alors il y a les forums aussi qui sont très importants, d'autant plus que c'est un terrain d'expression pour notre communauté de clients où la communauté aide les autres clients. Et sur le chat, quand le conseiller a besoin, quand le client a besoin qu'un conseiller intervienne sur son dossier, fasse des modifications, l'accompagne, lui explique certaines choses. Évidemment, il faut rentrer en contact avec un conseiller. Donc, effectivement, je vous ai souligné quand on a préparé cette conférence que pour moi, les contacts par chat n'étaient pas du tout antinomiques avec un contact humain. On a un peu tendance à les opposer. Je pense que c'est historique. Cela dit, je pense que quand vous tous, vous regardez ce que vous faites désormais avec WhatsApp, avec du messaging, avec des SMS, vous vous rendrez compte que ça véhicule énormément d'émotions. La voix, c'est important dans plein de situations, mais c'est de moins en moins. Alors en plus, je travaille dans la téléphonie, donc je peux le dire, c'est de moins en moins utilisé et le messaging prend une grande part. Et le chat peut exprimer certaines émotions, on le voit, que ce soit voilà, la colère, la bienveillance dont on a parlé tout à l'heure peut transparaître tout à fait dans le chat et c'est même un canal qui est privilégié par beaucoup de monde parce que ça permet d'avoir le temps de pouvoir faire quelque chose pendant le temps d'attente, mais également pendant le contact avec le conseiller client, le client peut faire ses manipulations tranquillement. Il y a beaucoup de clients qui sont timides, mal à l'aise au téléphone, qui privilégient ce mode de contact-là. Je vous ai cité aussi l'exemple, alors on n'est pas vraiment une marque qui s'adresse aux personnes âgées, loin de là, mais il se trouve qu'on en a quand même parmi nos clients. Et je lis régulièrement des cas clients de personnes âgées qui ont qui sont assez complexées à l'idée de montrer qu'ils connaissent pas le sujet ou qui ont des problèmes de surdité, qui entendent pas bien, etc. et qui se retrouvent vraiment dans ce contact, dans ce mode de contact-là qui est le chat. Merci beaucoup. Je vois qu'il nous reste un petit peu moins de 15 minutes. On a beaucoup de choses à aborder. Il y a beaucoup de questions. Merci de votre implication. Alec Clément, alors vous avez aussi, tout comme Hervé Forzani, vous avez débranché. Vous avez déconnecté, non pas le NPS et la rémunération, mais vous avez décidé de couper de toute mesure pendant un mois tout le centre de service. C'est bien ça, en vous disant on va piloter par le bon sens finalement. Et on a les centres de relation client, donc on gère d'un côté la voix et de l'autre côté tout ce qui est l'omnicanal. Et on s'était dit que, alors on l'a fait parce que tous nos KPI, tout était ouvert. Donc, et on s'est dit, c'est toujours dans ces moments-là que c'est intéressant de tenter des expériences et de faire et de voir ce qui va se passer. Et comme on les emmène depuis maintenant des mois et des mois sur toute la notion d'émotion, d'enchantement, on s'est dit, faut arrêter de regarder les tableaux de bord et les PC. Donc on a décidé le 2 novembre de tout éteindre. Donc pendant un mois, ils n'avaient rien. C'est simple, ils répondaient, ils ne savaient pas où en était leur QS, où en était leur service level. Donc la qualité de service, voilà, la fameuse et l'horrible DMT, c'est ça, voilà, la durée moyenne de traitement. On a tout éteint en disant maintenant vous allez juste vous forcer à aller discuter à tout niveau et essayer de mesurer autrement et surtout avoir la vraie notion de verbatim et de remontée client. Et on a rallumé le dernier jour du mois et on s'est rendu compte qu'aucun indicateur n'avait bougé, voire certains avaient progressé. On les a juste forcés à sortir quelque part de ce confort qui est où les habitudes qui sont faites et de penser autrement et d'interagir de manière
On espère avec beaucoup plus d'écoute active, beaucoup plus d'émotion et d'enchantement vis-à-vis des clients. On l'a fait et sur la voix et on l'a fait aussi sur toute la partie digitale. Et on s'est rendu compte qu'on a libéré la notion de conversation sur les chats. On a libéré beaucoup de choses. Et très vite, quand il y avait des erreurs, les correctifs se sont faits par eux-mêmes parce que les gens discutaient entre eux ce qu'ils ne faisaient pas. Et ça, c'était un accélérateur. Alors, ok, on l'a fait parce que tout allait bien. Donc, sinon, c'est un petit peu difficile. Mais c'était un vrai challenge. On les a juste prévenus 3 jours avant en disant vous n'avez pas le choix. Vous allez maintenant travailler pendant un mois comme ça. Voilà. Et honnêtement, c'est une très belle expérience. Et c'est une expérience qu'on ne s'interdit pas de reproduire, de le faire de temps en temps, de couper pendant, pas peut-être aussi longtemps, mais de couper pendant 1 ou 2 journées et de forcer les gens à retravailler et de retrouver l'humanité. Vous savez, c'est comme sur les plateaux qui sont dans les open space et les gens qui s'envoient des emails alors qu'ils sont à 2 mètres l'un de l'autre, qui ne se conversent plus. C'est exactement la même chose. Ça a forcé à recréer ce fameux lien interne. Ce lien interne se créant, forcément le lien externe se crée. Merci pour cet excellent témoignage et voilà une deuxième grande belle pratique à mettre en place vous aussi. Hervé Forzani, donc on se doute que chez Toyota on anticipe aussi votre ambition dans le domaine de l'émotion et notamment je sais que vous travaillez à l'élaboration d'un parcours un petit peu hors parcours traditionnel normé ou attaché au véhicule mais quelque chose relatif à la fidélisation du client et fatalement vous vous intéressez à son émotion. Oui, c'est-à-dire que évidemment, dans l'automobile, le produit est super fort. Donc, quand vous allez, c'est moins vrai aujourd'hui, mais quand vous alliez sur le site internet, par exemple de Toyota, ça faisait un peu parfois catalogue de la Redoute, quoi. Hein. Il y a beaucoup de produits, tout ça, c'est un peu ennuyeux parfois. Et on a commencé à discuter avec des clients, on a modifié beaucoup nos parcours clients, mais néanmoins, on pense quand même aujourd'hui que ça reste très orienté business, quoi. Même si c'est avec bienveillance, même si il y a toujours une proposition derrière de produits, de services, etc. Et en discutant avec des concessionnaires, on s'est aussi rendu compte qu'il fallait qu'on offre un peu autre chose. Donc là, je ne sais pas encore où on va atterrir, donc je ne peux pas vous le dire, parce qu'on est vraiment en train de travailler dessus. Mais l'idée, c'est de co-construire avec des clients qu'on est en train de sélectionner, un peu au hasard, mais on leur demande si ça les intéresse, et des concessionnaires, c'est de co-construire un parcours beaucoup plus relationnel, beaucoup plus émotionnel, qui va toucher les valeurs de la marque, qui peut embarquer, comme Thierry l'a souligné, un programme de fidélisation qui n'existe pas aujourd'hui à proprement parler chez Toyota, etc., etc. Donc un parcours un peu à côté des parcours qui engloberait le type de relation omnicanal, bien sûr, avec du digital, etc., qu'on souhaite faire vivre à nos clients avec la marque. Et pas uniquement de la bienveillance marchande, quoi. Voilà, un peu. Merci beaucoup. On va terminer par dans les 8 minutes qui nous restent par un mix avec différentes questions qui viennent de la salle. On va se retourner vers Ève Auman, donc directrice de Sosh. En conclusion, peut-être et on en parlait tout à l'heure. Avec Clément, il faisait référence à l'intelligence émotionnelle, l'intelligence artificielle. Est-ce que on trouvera encore de l'émotion dans le futur de l'expérience client ? Oui, évidemment, indéniablement, je ne sais pas comment le dire. On n'imagine pas comment une vie sans émotion pourrait ne pas avoir lieu, et c'est pareil dans les relations avec la marque. On en est d'ailleurs la preuve, hein, puisque pour une marque 100% digitale, on est extrêmement lié avec l'humain, et effectivement, évidemment, les parcours vont continuer à s'automatiser et on va faire en sorte que que le client puisse trouver l'info lui-même et se débrouiller de lui-même, et ce qui est un besoin. Cela dit, les relations entre eux et nous, vont continuer à s'accentuer. Et je pensais à ça en vous écoutant. Nous, il se trouve que nos produits, c'est des forfaits téléphoniques. Donc, il n'y a pas une valeur pour nos clients. Il n'y a pas une passion pour le sujet. Je veux dire, contrairement à l'automobile ou à la téléphonie, à l'équipement, il n'y a pas vraiment de passion. Et pourtant, ils le font. Ils s'investissent énormément. Et pourquoi ils le font ? Parce que c'est une occasion pour eux de faire des rencontres, de faire partie d'une communauté, d'avoir des échanges, d'être dans un chemin commun avec des gens. Et c'est ce que je vous disais sur les collaborateurs, c'est aussi quelque chose qui rapproche les collaborateurs. Donc oui, il y a toujours un sujet, on va accentuer les sujets d'intelligence artificielle, d'automatisation des choses. Cela dit, l'émotion va rester évidemment présente dans tout ce qu'on fait.
Merci pour ce partage de conviction. Je voudrais revenir à quelque chose de très terre à terre tout de même dans les questions. C'est que il y a beaucoup de questions qui tournent autour des outils qui sont utilisés, parce que c'est vrai qu'en venant ici, en assistant à une conférence plénière, on cherche aussi des bonnes recettes. Et on me demande quels outils vous utilisez. Alors Samsung comme Sosh, quels outils vous utilisez pour gérer justement vos communautés? Est-ce que vous avez des événements? Est-ce que vous avez aussi des outils particuliers que vous utilisez? Est-ce que vous sous-traitez? Est-ce que ce sont des outils développés en interne? Alors, on sous-traite la partie forum à Lithium. Donc, c'est eux qui gèrent la partie forum. Sur le reste, c'est pour l'instant assez artisanal sur la partie communauté, avec des espaces sur notre site où ils peuvent s'exprimer, donner leur avis, et après, on organise des rencontres avec eux. Voilà, c'est plutôt, voilà, c'est justement assez humain dans la façon de faire. Les outils sont... Alors, on en a plein dont je pourrais parler, mais sur la communauté, en tout cas, c'est surtout le forum via Lithium. Merci. Donc double question, peut-être un mot sur les outils que vous utilisez, et puis vous aussi, donc comment est-ce que vous voyez cet avenir de combinaison entre l'humain et la machine? Alors nous, on a des mélanges d'outils internes et des outils. On utilise aussi Lithium pour la communauté. Et après, on a toute la partie Samsung Members qui est développée en interne. Donc il y a beaucoup de mélange entre des outils existants ou des outils qui sont adaptés au groupe. Pour revenir après sur l'IA et l'IE, pour nous, la relation client, on est persuadé que... Alors l'IA est mis aujourd'hui à toutes les sauces, mais on est persuadé qu'aujourd'hui, évidemment, il va y avoir beaucoup d'outils qui vont permettre aux clients d'aller chercher les informations ou de recevoir des informations. Mais à un moment qu'il va falloir avoir l'interaction avec la marque, c'est là qu'il va falloir amener tout ce qui est différenciant et ce que ne saura pas faire un outil aujourd'hui. Donc c'est toutes ces choses qui sont en train d'amener. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, nous on prend la main à distance sur les téléphones en accord avec le client, avec tout ce qui va bien que RGPD. On lui demande et derrière on profite parce que globalement la plupart des problèmes que vous avez sur les téléphones aujourd'hui sont des problèmes, on va dire, de soft, compatibilité d'application, mauvais usages qui sont faits et non pas des problèmes qui sont des problèmes hardware. Et on profite de ce moment, on prend la main, on va faire de l'éducation auprès du client et un outil peut le faire. Ça on le fait très bien avec un outil, on avance et on est capable de résoudre et on pourrait s'arrêter là. Simplement maintenant on a également un agent qui est derrière et qui écoute les problématiques du client. Si un client va vous parler globalement qu'il a des problèmes parce que sa batterie dure pas assez longtemps, parce qu'il utilise beaucoup de choses, on profite de ce moment privilégié pour à la fin lui dire ok, je vous ai résolu votre problème, on s'est fait aider par un certain nombre d'outils. Mais à ce moment, comme on l'a très bien écouté, on va lui dire, je vais vous donner maintenant quelques astuces pour que votre téléphone, vous n'ayez pas ces problèmes de décharge de batterie rapide. Et on va lui donner plein d'astuces que les gens ne connaissent pas, qui sont embarquées sur les téléphones, mais comme tout le monde, personne ne lit les notices. Donc globalement, et ça va lui donner des explications. La même chose, si une personne fait beaucoup de photos, on va lui donner beaucoup d'astuces liées à la photo, que ce soit par des selfies ou la photo, qu'il utilise l'appareil photo, ou qu'il utilise des applications. On essaye d'utiliser ce moment privilégié où on fait rentrer de l'IA pour, à travers l'écoute active, créer quelque chose de complètement différenciant, d'écouter, et la personne, je peux vous dire à la fin, vous dit merci, je ne pensais pas que vous me donniez ça, vous m'avez vraiment écouté. On a ce type de verbatim qui est client, qui est la chose la plus intéressante au monde. Merci. Hervé Forzani, en conclusion, évidemment, vous entendre sur ce sujet prospectif pour connaître votre conviction personnelle, sachant que dans le domaine de l'automobile, et on cite pas mal de marques dans les questions qui sont adressées ici via notre outil d'interactivité. On parle beaucoup de vos concurrents américains qui commencent par un T, qui finissent par un A. Donc c'est donc pas Toyota, c'est une marque américaine. Mais on parle aussi de quel est donc le KPI qui est lié à la rémunération depuis l'arrêt du NPS. Ouais. Depuis que vous avez déconnecté, en fait, comment est-ce que vous maintenez ce lien et cette motivation, si je puis dire? Vous avez raison, on n'a pas lâché l'affaire. On fait un travail vraiment sur mesure. On rémunère les initiatives qui sont prises. Donc on challenge le réseau. On leur dit voilà, tous les 6 mois, vous prenez 2 initiatives clients et vous nous les soumettez.
Et nous, on les accepte, on les challenge, on leur en donne d'autres. Ils peuvent piocher aussi dans le benchmark dont je vous parlais en début d'entretien. Et donc l'implémentation de ces initiatives est rémunérée. Au même titre que la mise en place de plans d'action qui sont liés à l'analyse des verbatims clients. Donc on a deux choses, les initiatives et les plans d'action de verbatim. Il y avait une autre question, Thierry, non pas, non ? La question prospective finale, la dernière, c'est-à-dire un peu sur l'avenir. Je pourrais aussi vous dire qu'il y a beaucoup de questions que nous allons tenter de répondre à vos questions demain et après-demain dans d'autres plénières. Des questions sur les chatbots, sur les callbots, sur la voix, sur comment est-ce qu'on design une expérience, comment on forme les collaborateurs. Il y aura des interactions, bien sûr, demain dans d'autres plénières. Mais pour vous, Hervé Forzani, le mot de la fin sur votre conviction personnelle sur l'homme et la machine, sur l'autonomie et puis la relation humaine. Non mais c'est évident qu'il y a énormément d'interactions, de parcours digitaux, etc. Nous, peut-être qu'on est un peu en retard, je prends le point. On a testé cette année, sans les lancer, quelques expériences d'intelligence artificielle. Ça n'a pas été un désastre, mais pas loin, mais c'est peut-être parce qu'on s'y est mal pris, on va recommencer. Mais souvent, les questions qui sont posées atteignent rapidement un certain degré de complexité en automobile. Donc pour l'instant, on s'est limité à cultiver ce rapport humain et à essayer d'apporter des réponses sur mesure, quoi. Pareil, on ne va pas non plus lâcher l'histoire et certainement on reviendra pour voir comment on peut utiliser l'intelligence artificielle parce qu'on est comme les autres, on cherche aussi à être plus efficient, à rationaliser un peu, à ne pas avoir des call centers qui deviennent gigantesques, etc. etc. Néanmoins, notre point de focalisation pour l'instant, ça a été de gommer les aspérités. Donc là, on est encore en plein dedans. On travaille en parlant d'outils sous Salesforce et on prend tous les mois des initiatives qui visent à... On a analysé les parcours clients et on a vu que dans ces parcours, il y avait des ruptures. Un exemple tout bête et rapide, vous êtes chez vous, vous faites une configuration de voiture, vous allez dans une concession Toyota, le vendeur est obligé de reprendre la configuration de A à Z parce qu'il y avait impossibilité de la reprendre telle qu'elle avait été faite. Ça paraît bête, mais c'était comme ça. Ça, à partir de maintenant, du 1er avril, c'est fini. Il n'y a plus d'aspérité. Vous faites une configuration chez vous, vous allez en concession, elle est reprise automatiquement avec la totalité de votre nom, etc., enfin, de tout ce que vous y avez mis dedans. Ces exemples-là, il y en a des dizaines, donc on ne va pas les développer, mais c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. On veut faciliter, dans le fond, la vie des clients et la rendre la plus sans couture possible. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir nos trois speakers, nos trois témoins. Donc Ève Auman, Alec Clément et Hervé Forzani. Merci de votre présence à cette plénière. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres plénières tout aussi passionnantes.